Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Aujourd'hui, la coalition nigérienne de défense des droits des enfants a décerné un trophée à la commune de Tillabéri. Le trophée est dénommé la meilleure commune amie de la jeune fille. Compte rendu Ismaël Moumouni et Khalid Bourema. Récompenser la meilleure commune qui œuvre inlassablement au respect et à la protection des droits de cette frange importante de la population en vue de son épanouissement. C'est pourquoi la coalition nigérienne de défense des droits des enfants, CONID Niger, a initié le prix de la meilleure commune amie de la jeune fille. Nous avons voulu mettre en compétition les 6 communes de Tillabéri pour voir effectivement la bienveillance de ces communes-là en termes de planification sensible aux droits des enfants. Et je suis heureux ce matin qu'au moment où nous célébrons la journée de la jeune fille, qui, en tout cas selon le recensement général de 2012, ces filles constituent plus de la majorité de la population du Niger. Raison de plus d'honorer en tout cas cette frange de notre population, qui est en termes de démocratie, qui a la majorité, mais malheureusement donc, en termes d'affectation des ressources et malheureusement pas devant. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'avantages accordés aux femmes en termes de loi sur le quota, etc., etc. Mais je pense que pour nous, nous voulons du concret. Et le concret, c'est ce qu'aujourd'hui la commune de Tillabéri vient de faire. C'est de faire des budgétisations qui permettent de promouvoir les droits de l'enfant. Cette initiative de CONID Niger, dont le trophée est remis chaque 11 octobre à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille, est saluée par le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Le thème de la journée pour cette année 2020 est ma voix, l'égalité pour notre avenir. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale, car elle consacre la connaissance des mérites et efforts consentis par la commune urbaine de Tillabéri en faveur des enfants en général et de la jeune fille en particulier. Cette frange dominante de la société nigérienne mérite attention accrue de la part de tous les acteurs dans les collectivités territoriales. Sur les 6 communes de la région sélectionnées, c'est la commune de Tillabéri qui remporte le prix. Ce trophée est l'aboutissement de la conjugaison des efforts des différents services techniques de notre entité. Cette distinction nous honore à plus d'un titre. Je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements et ma gratitude à Plan International Niger et à Plan International Belgique pour leur contribution à l'organisation de ce grand événement. Permettez-moi de remercier très sincèrement la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant CONID qui a bien voulu nous particulariser parmi une multitude de communes en compétition. Cela nous va droit au cœur et nous vous rassurons de notre ferme volonté à appuyer en fonction de nos moyens de bord toutes les initiatives tendant à améliorer les conditions d'existence de nos enfants. En 3 éditions, la commune de Tillabéri a remporté à 2 reprises le trophée de la meilleure commune amie de la jeune fille. Les autres communes de la région doivent mettre le bouchée double afin d'espérer remporter le trophée de la prochaine édition. Aujourd'hui, nous recevons le secrétaire général du SINASEB, Khalid Moukela. Avec lui, nous allons parler de son engagement après sa libération, de la situation de la prochaine rentrée scolaire et la plainte déposée par les acteurs de la société civile contre les interdictions de manifestation. Monsieur Khalid Moukela, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, après avoir passé 201 jours en prison, quelles sont vos perspectives, particulièrement à ce qui concerne le détournement qui a été dévoilé au ministère de la Défense? Merci, monsieur Cissé. Permettez-moi d'abord de remercier, en tout cas, vos téléspectateurs et toute l'opinion nationale et même internationale qui nous suit actuellement par rapport aux efforts fournis lorsque nous étions effectivement en prison, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Il faut rendre hommage quand même à la presse privée nigérienne qui a fait un travail remarquable par rapport à ce dossier-là, mais particulièrement, en tout cas, la pensée quotidienne de la télévision Labari. Pendant 201 jours, nous avons toujours eu cette pensée pour les acteurs de la société civile. C'est vraiment une prouesse et je crois que c'est ça effectivement qui nous donne aussi le courage de continuer ce mouvement pour répondre à la question posée, quels sont nos engagements. Il faut vous dire que si même ceux qui nous ont envoyés en prison estiment que la prison pouvait nous faire taire,
eh bien, ils peuvent se détromper parce que cela nous donne encore beaucoup plus de courage, beaucoup plus, en cas de conviction, quant à tout ce que nous avons vu dans ces prisons-là, par rapport à la justice nigérienne, par rapport à plusieurs autres dossiers. Mais particulièrement, le dossier qui nous a amenés en prison, comme vous le savez, c'était la question du ministère de la Défense nationale où une enquête, un audit du même ministère a relevé plusieurs incohérences par rapport à l'octroi des marchés, par rapport à l'achat des armes et par rapport à tout ce qui s'est passé sur le terrain avec plusieurs centaines de morts que nous avons en tout cas enregistrés dans nos rangs. Quand je dis dans nos rangs, que ce soit au niveau des FDS et même au niveau de la population civile, du fait des armes qui n'étaient pas adéquates, qui ont engendré toutes ces victimes-là. Moi, je pense que nous ne pouvons que continuer ce combat-là. Après 201 jours de prison, comme je l'ai dit, nous étions en prison par rapport juste au fait que nous avons dénoncé et nous avons voulu manifester pour que lumière puisse être faite par rapport à ce dossier-là, que le dossier puisse connaître un traitement judiciaire, en tout cas conformément aux dégâts causés par ces responsables-là. Mais malheureusement, vous avez constaté qu'au lieu que ce soit ceux qui ont détourné l'argent, ceux qui ont fauté, qui puissent aller en prison, c'est nous qui avions dénoncé qu'on a jeté en prison. Ça veut dire qu'il y a véritablement un problème. Mais le problème, ce n'est pas le fait que nous soyons en prison. Mais c'est ce que nous avons constaté. Quand j'ai dit, lorsqu'il y a des gens qui détournent des milliards et qui se permettent de vaquer à leur occupation quotidienne, de narguer le peuple nigérien. Pendant ce temps, je vous assure, M. Cissé, il m'est arrivé de retrouver au tribunal de Tillabéri quelqu'un qui a été mis sous mandat de dépôt juste parce qu'il y a eu un problème avec une batterie d'un téléphone Itel. Le téléphone même ne coûte pas plus de 10 000. La batterie ne dépasse pas 2 000 francs. Mais à cause de cette batterie, j'ai trouvé quelqu'un à qui on a fait mandat de dépôt pour le placer, pour le mettre en prison. Pendant ce temps, ceux qui ont détourné des milliards, ceux qui ont posé les conditions pour que aujourd'hui des veuves puissent se retrouver, pour qu'aujourd'hui on se retrouve avec des orphelins, parce que vous savez que rien qu'entre Chinagoder et Inates, c'est des centaines de morts que nous avons enregistrés parmi les FDS et les populations civiles. Donc sur tous ces dossiers-là, moi je pense que par rapport à ce que nous avons trouvé, par rapport à ce que nous avons vu dans ces prisons-là que nous avons, où on nous a jetés, et par rapport même à notre conviction, à notre engagement, et je crois que c'est la Constitution qui nous donne qui nous oblige même. Ce n'est même pas un devoir, c'est même une obligation pour nous de continuer ce combat. Inch'Allah, nous allons continuer ce combat-là par rapport à cette question. Pour vous dire, j'entends les gens faire leur opinion par rapport à tout ce dossier-là, mais c'est qui est sûr que ce dossier-là puisse connaître un dénouement au niveau national ou pas. Rassurez-vous que déjà nous avons saisi, avec nos conseils, notre conseil d'avocats, nous avons saisi des juridictions au niveau international pour porter plainte contre en tout cas ces gens-là par rapport en tout cas à ce dossier au niveau international, et le dossier suit son cours. Et je pense que si même au Niger on estime qu'on peut caporaliser l'appareil judiciaire et ne pas faire en sorte qu'il y ait une suite par rapport au traitement judiciaire, eh bien à l'international je suis convaincu que cela va prospérer. Maintenant d'un sujet à un autre, est-ce que selon vous les conditions sont réunies pour effectuer la prochaine rentrée scolaire? Voyez-vous, on quitte le dossier ministère de la Défense pour revenir à la question de l'école. Je pense qu'avant de répondre à votre question, je dois vous dire qu'aujourd'hui, le système éducatif rencontre un problème sérieux. Et si même nous sommes aujourd'hui engagés à continuer ce combat-là, c'est parce qu'effectivement, les milliards détournés, ces milliards-là, pouvaient servir à beaucoup de choses. Vous voyez que depuis 2014, le régime actuel n'a pas fait de recrutement à la fonction publique. Ça fait partie des engagements pris par le président de la République. Le 7 avril 2011, lorsqu'il prêtait serment, il avait pris l'engagement de recruter au minimum chaque année 2500 enseignants. Si vous faites la balance 2500 x 10, ça va faire au minimum 25 000 enseignants qui devaient être recrutés. Et je vous assure que depuis leur arrivée, ils n'ont fait qu'un seul recrutement et ce dossier-là continue encore à attendre. Il y a beaucoup d'autres aspects, beaucoup de questions qui sont là, qui attendent. Maintenant, pour revenir à la question par rapport à la rentrée, pour qu'il y ait rentrée, il y a quand même un minimum de conditions à réunir. Ces conditions, c'est quoi? Il va falloir que les enseignants soient dans les conditions minimales pour pouvoir être à leur lieu de travail. Il va falloir que les élèves puissent quand même être en tout cas préparés
pour cette rentrée-là. Mais encore que, même si ces deux composantes-là sont disponibles, il va falloir quand même qu'il y ait des classes pour permettre à ce que la rentrée puisse être effective. N'oublions pas que nous sommes dans une situation extrêmement, en tout cas, particulière cette année. D'abord, il y a la question de la Covid-19 avec l'état d'urgence sanitaire qui a été décrété. Je me pose aujourd'hui la question dans quelles conditions le gouvernement voudrait organiser cette rentrée par rapport même à la question, n'est-ce pas, de l'état d'urgence sanitaire, quand on sait qu'il y a beaucoup de restrictions par rapport en tout cas au fait que et nous enseignants et les élèves doivent respecter pour qu'il y ait quand même respect de ces mesures et pour qu'il puisse y avoir en tout cas si vous voulez, un déroulement périn de ces cours-là. L'autre aspect, vous avez quand même constaté que nous sommes tous à Niamey, rien qu'avant-hier, il y a eu la pluie. Lorsque la saison de pluie n'est pas terminée, est-ce qu'on peut parler de rentrer dans les autres régions, quand on sait que la majeure composante du système éducatif se trouve en zone rurale, et vous connaissez la particularité des zones rurales, lorsque la saison de pluie s'installe, les populations quittent pour aller dans leurs champs, et elles ne reviendront que lorsque tous les travaux en tout cas sont terminés au niveau champêtre, afin de revenir dans les villages. C'est en ce moment qu'on va venir reconstruire les classes paillotes, créer les conditions pour que les élèves se retrouvent dans les villages et permettre en tout cas à ce que l'école puisse démarrer. Nous sommes des enseignants. Si aujourd'hui le gouvernement nous dit que la rentrée c'est demain, nous allons partir constater ce qui va se passer. Mais je me dis qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas du tout réunies pour que l'école puisse démarrer véritablement le 15 octobre prochain. D'abord, à Niamey, quand vous prenez, il y a combien d'écoles aujourd'hui qui sont envahis par les sinistrés? Mais est-ce que le gouvernement a créé les conditions de relogement, en tout cas, de ces sinistrés-là? Est-ce que véritablement, ce qu'on nous donne comme information et ce qui se passe sur le terrain peut nous garantir, en tout cas, une rentrée effective, une rentrée soutenable à partir du 15 octobre? J'ai beaucoup d'interrogations, mais je pense que la question c'était de savoir est-ce que la rentrée et les conditions sont réunies. Je vous affirme que les conditions ne sont pas réunies quand on sait que de tout le temps, avant qu'il y ait rentrée, il y a ce qu'on appelle le Conseil national de l'éducation, où tous les acteurs se retrouvent pour faire le bilan de l'année écoulée, faire des projections par rapport à l'année qui suit et voir en tout cas les manquements qu'il y a, pouvoir les corriger. Il n'y a pas eu ce Conseil de l'éducation. Il y a beaucoup d'autres aspects. Véritablement, je crois que le gouvernement s'entête à aller vers la rentrée. Nous allons l'accompagner dans ce processus-là pour juste permettre à l'opinion de constater que le gouvernement lui-même n'était pas prêt pour qu'il y ait rentrée. Le gouvernement, d'abord, n'est pas soucieux du système éducatif, n'est pas soucieux de l'école nigérienne. J'ai beau dire que la priorité du système du gouvernement, c'est l'école, mais les faits sont là, les faits sont têtus. Vous êtes avec nous, vous avez constaté ce qui s'est passé 2019-2020. Mais je pense que si on ne fait pas attention, 2020-2021 risque d'être pire que ce que nous avons connu l'année précédente. Ensuite, la société civile a décidé d'assigner en justice ceux qui l'empêchent de manifester. Alors, pensez-vous qu'à terme, cette action accouchera de quelque chose de positif? Ben, écoutez, sauf si nous ne sommes pas dans un état de droit. Nous sommes au Niger. Le Niger est une république avec des institutions fortes comme nous l'avons toujours en tout cas voulu. Et je pense qu'aujourd'hui, nous l'avons toujours dit, nous, au niveau de la société civile, que notre dernier rempart, c'est la justice. Eh bien, il va falloir que la justice puisse faire véritablement son travail. Aujourd'hui, le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Mais personne ne peut nous empêcher ce droit constitutionnel. Mais vous avez constaté que c'est un maire illégal qui est là à Niamey, qui n'a aucune valeur juridique, en tout cas sa représentation, qui continue à prendre des actes pour empêcher à la société civile de pouvoir manifester légalement par rapport à des questions d'actualité. Aujourd'hui, la dernière manifestation interdite par la société civile, c'était quoi? C'était juste d'aller faire un sitting au niveau du tribunal de Niamey pour donner, en tout cas pour apporter le soutien aux juges et demander à ce que véritablement la justice nigérienne puisse être une justice indépendante. Malheureusement, je l'ai dit, malheureusement, vous avez vu une fois encore, ils avaient voulu nous empêcher cette manifestation. Mais respectueux des décisions que nous sommes, et c'est tout à fait le contraire de ce qui s'était passé le 15 mars 2020, puisque à la manifestation du 15 mars, il n'y a pas eu un arrêté d'interdiction. Mais on continue à dire que c'est une manifestation interdite. Mais la preuve, vous avez vu, lorsque vous avez interdit 2 fois de suite nos manifestations au niveau du tribunal, nous sommes donnés en tout cas les moyens de dire, eh bien, nous allons surseoir, mais nous allons continuer le combat sur notre front. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à porter plainte contre tous ceux qui font entrave à la constitution du Niger. Parce que vouloir empêcher systématiquement les manifestations publiques, les manifestations de droit, je crois que c'est une violation de la constitution. Et nous avons porté plainte
contre qui le droit au niveau des juridictions compétentes. Mais même si aujourd'hui les gens estiment qu'il n'y aura pas de suite, eh bien, nous restons confiants, nous restons convaincus qu'un jour ou un autre, en tout cas, cette action-là va prospérer. Parce qu'il suffit juste de comprendre que ceux qui gouvernent aujourd'hui et ceux qui ont la responsabilité de la ville de Niamey ne sont pas en train de faire leur travail. Empêcher à ce qu'il y ait des manifestations n'est pas du ressort des autorités. Ce n'est pas de leur ressort. Quand on nous brandisse aujourd'hui l'aspect état d'urgence sanitaire, mais je me demande, nous sommes dans quel pays? L'état d'urgence sanitaire qui empêche les manifestations de la société civile, mais qui n'empêche pas aux hommes politiques de continuer à organiser leurs meetings entre les manifestations de la société civile, qui ne peuvent durer que tout au plus 2 heures ou 3 heures de temps, et ces hommes politiques qui ont pratiquement presque un mois aujourd'hui sur le terrain en train d'organiser des rencontres, organiser des meetings. On ne leur brandisse pas en tout cas l'état d'urgence sanitaire. Non, on estime que non, c'est le fait que la société civile veut vouloir organiser des manifestations qui risquent de créer des troubles à l'ordre public ou alors qui ne sont pas de nature à créer la sérénité par rapport à cette question d'état d'urgence sanitaire. Mais rassurez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la même façon que la question du ministère de la Défense est en train de connaître un nouveau rebondissement. Vous avez vu avec la petite enquête menée par les journalistes d'investigation, ce qu'ils ont relevé comme en tout cas nouvelle information et la plainte que nous avons déposée à l'international, et bien même ce dossier-là, la question concernant les autorités locales de la région de Niamey, si même on estime qu'au Niger ça ne peut pas prospérer, et bien puisque c'est un droit constitutionnel, nous sommes en train de parler, et les libertés d'expression, les libertés de manifestation sont aussi régies par les conventions internationales ratifiées par la République du Niger. Donc même si on estime qu'au Niger ça ne prospère pas, et bien nous allons entreprendre la même démarche pour en tout cas porter plainte contre l'État du Niger au niveau international, et je crois que, Inch'Allah, un jour ou un autre, comme je l'ai dit, cela nous sera réconforté. Pas pour nous, mais pour les générations à venir. Il faut quand même qu'on arrête, il ne faut pas qu'on continue à abuser de l'autorité publique, pensant que, non, parce qu'on a le pouvoir, on peut utiliser le pouvoir comme on veut. On peut traiter ou prendre l'appareil judiciaire dans les mains, faire de tout la justice ce qu'on voudra et ce qu'on voudra faire. Je pense qu'il va falloir qu'on arrête, parce que si aujourd'hui les autorités elles-mêmes ne respectent pas la justice, eh bien je me pose la question, comment aujourd'hui le citoyen lambda pourrait-il aujourd'hui croire à la justice nigérienne jusqu'à pouvoir la respecter? Voilà pourquoi nous nous sommes donnés en tout cas comme objectif au niveau de la société civile de créer les conditions pour exiger à ce que la justice, telle qu'institution, puisse être respectée, que ce soit de notre côté en tant que citoyen, mais également du côté des autorités. La force publique n'est pas la force d'une personne. C'est la force, comme on l'a dit, en cas public, elle est là pour tout le monde. On ne peut pas utiliser la force publique pour vouloir faire des règlements de compte, nous l'avons l'habitude de le dire. C'est quand même lâche de pouvoir le faire, mais ce que nous constatons aujourd'hui n'est pas de nature, en tout cas, à crédibiliser la justice nigérienne, et nous nous sommes donnés au niveau de la société civile les moyens, et nous allons nous donner les moyens, j'allais dire, de pouvoir en tout cas crédibiliser la justice, parce que tant qu'il n'y a pas de justice dans un pays, on ne pourra pas parler d'état de droit dans un pays. Dans tous les cas, rassurons-nous d'une chose, c'est que les faits tels qu'ils se présentent aujourd'hui vont connaître en tout cas une recomposition et vont connaître une solution durable pour notre pays. Lorsque nous avons annoncé que nous avons porté plainte par rapport à la question du ministère de la Défense nationale, beaucoup de personnalités qui se retrouvent être dans ce dossier ont appelé nos amis pour savoir dans quel pays la plainte a été déposée. Nous n'allons pas leur dire. Dans tous les cas, ils seront surpris. Et l'essentiel pour nous, c'est que le peuple nigérien puisse être dans ses droits. C'est que les victimes, les parents des victimes, les veuves, les orphelins puissent véritablement, en tout cas, savoir dans quelles conditions leurs parents ont été tués sur le front d'honneur. Et pour nous, c'est ça qui fera la fierté du peuple nigérien, parce que lorsque la vérité va jaillir, je crois que c'est au bénéfice du peuple nigérien. Et ça va amener d'autres autorités qui vont venir à ne plus commettre les mêmes erreurs ou les mêmes manquements que nous avons connus avec ce régime de la 7e République. Khalidou Mankoila, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. La suite de ce journal, des jeunes issus des 5 arrondissements que compte la ville de Niamey ont, à travers une déclaration, annoncé leur ralliement au MNSD Nasra. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration avec Abdul Karim Mohamed.
le paysage politique nigérien connaît des confrontations verbales sans précédent. Cette situation qui se cristallise de jour en jour entretient des frustrations et ressentiments qui n'augurent en rien de bonnes perspectives pour le peuple nigérien. De plus, le contexte de crise sécuritaire que traverse notre pays requiert une conjonction d'efforts en termes de gouvernance politique, sociale et économique de la part des acteurs politiques. Au vu de la situation ci-dessus décrite, il apparaît nécessaire de réorienter l'environnement politique vers la recherche d'une nouvelle dynamique plus propice à la cohésion sociale. C'est pourquoi, après moult réflexions, nous jeunes des 5 arrondissements de la communauté urbaine de Niamey, sous le conseil avisé de Mme Alheri Hadja Hadjara, avons décidé à compter de ce jour d'adhérer au MNSD Nassara et d'apporter notre soutien sans faille à son Excellence Al-Hajj Hissène Oumarou. Notre choix est surtout guidé par le fait que nous devons redonner la chance au Niger et aux Nigériens en créant les conditions d'une alternance politique pacifique. Et cela n'est possible et envisageable qu'avec le président Hissène Oumarou. Cet homme de Dieu pétri de qualités humaines indéniables. Face aux différents ressentiments remarqués de part et d'autre, nous pensons qu'il nous faut à la tête de ce pays un homme qui ne garde ni rancune, ni haine, qui n'a aucun esprit revanchard. Bref, un homme de paix et de pardon pour réunir toutes les filles et les filles du Niger. Qui ne connaît pas Hissène Oumarou à travers ses différents passages à la tête des institutions de la République? Comme ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, au représentant du président de la République, on retiendra surtout de lui par exemple l'image de cet homme de dialogue qui, en 2005, face aux revendications de la société civile, a été choisi pour négocier avec cette dernière. Des négociations ayant abouti à des mesures sociales substantielles ayant contribué à alléger la souffrance des Nigériens en général et de la jeunesse en particulier. C'est pourquoi nous, jeunes des 5 arrondissements de la communauté urbaine de Niamey, réunis dans ces grands mouvements, ont décidé d'apporter notre soutien au président Hissène Oumarou, candidat du MNSD Nassara aux élections présidentielles et d'œuvrer pour sa victoire. Nous encourageons aussi les autres jeunes de toutes les contrées du Niger, soucieux de l'avenir du Niger et particulièrement de la jeunesse, de se joindre à nous pour donner une nouvelle chance au Niger en élisant Al-Hajj Hissène Oumarou à la tête de la magistrature suprême. Ce matin s'est déroulée l'Assemblée générale élective de l'Union sportive de la Gendarmerie nationale. Plus de détails avec Abdelrazak Leyo et Sadoumi. La présente cérémonie consacre le lancement de l'Assemblée générale ordinaire portant élection du nouveau président et mise en place du bureau exécutif de l'USGN, l'Union sportive de la Gendarmerie nationale. Elle s'est tenue sous le haut patronage du haut commandant de la Gendarmerie nationale. 2 ans sont déjà passés. Le bureau exécutif de l'USGN est à terme de son mandat. 2 ans au cours desquels ce bureau a abattu un excellent travail. Cela est dû en grande partie à l'engagement de ses membres et à la stabilité retrouvée jamais égalée, ce qui a permis d'obtenir des résultats probants. Vous avez presque atteint le but. Premier du championnat national de football à 6 journées de la fin, si ce n'est que la pandémie du Covid-19 qui a tout remis en cause. Mais ce n'est que partie remise. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde satisfaction à l'endroit du bureau sortant pour le travail accompli durant ces 2 années de mandat. J'ose espérer que le nouveau bureau qui sortira de vos assises sera dans la même dynamique. Messieurs les congressistes, vous avez 48 heures de travaux devant vous pour décider du sport d'élite de la gendarmerie nationale pour les 2 années à venir. Ainsi, tous les 2 ans, cette AG élective se tient pour revoir les réformes et se lancer de nouveaux défis afin d'atteindre
de nouveaux objectifs. Conformément à l'article 11 du statut de l'USGN, qui stipule que l'Assemblée générale élective se tient tous les 2 ans à la fin de la saison sur convocation du président, il est de notre devoir de nous conformer à cette disposition réglementaire à travers la rencontre de ces 2 jours de travaux. Ainsi, depuis quelque temps, la vision pragmatique de nos supérieurs a permis à l'USGN d'amorcer un certain nombre d'innovations qui concourent à une meilleure compétitivité sur l'échiquier national et régional. Après 2 années passées à la tête du bureau exécutif, mon équipe et moi avions eu l'honneur et le privilège de conduire les activités du club dans une démarche novatrice pour atteindre les objectifs et traduire cette vision de nos dirigeants. Pendant ces 2 années de dur labeur, l'Union sportive de la gendarmerie a rivalisé d'ardeur, de courage, de discipline, d'abnégation et de fair play si cher au père de Coubertin pour obtenir une place honorable parmi ses pairs et performer dans les différentes disciplines compétitives pour lesquelles elle a postulé. Ainsi donc, d'excellents résultats ont été enregistrés comme l'attestent les différentes récompenses obtenues dans toutes ces sections qui sont le football, le volleyball, le handball, l'athlétisme, le cyclisme, la natation et les arts martiaux. Ce palmarès, si modeste soit-il, témoigne de l'engagement de tous ces animateurs pour permettre à l'Union de marquer son empreinte indélébile dans ce monde de convoitise. Les travaux de cette Assemblée générale élective prendront 2 jours. Hier, l'équipe de football nigérienne a remporté le match amical qu'il a opposé à l'équipe tchadienne par un score de 2-0 contre Ismaël Moumouni et Khalid Bourema. La confrontation Niger-Tchad a constitué la première affiche de ce tournoi international amical de Niamey, débuté ce 10 octobre 2020. MENA, version Jean-Michel Cavalli, avec plusieurs absents, a pris le monopole du jeu dès le coup d'envoi du match. 0-0, tel est le score à la fin de la première mi-temps, marqué par une occasion de but net manqué par Boubacar Haïnikoy côté Niger et un poteau côté tchadien. À la reprise, le 11 nigérien multiplie les assauts, mais l'éclair viendra de l'homme du match du jour, Zakari Victorien dit Adebayor, à la 54e minute du jeu sur un coup franc. Puis, 8 minutes après, le jeune Issa Abdoulaye, fraîchement entré, hérite d'un ballon repoussé par le portier tchadien pour doubler la mise en faveur du MENA. « 2-0, c'est le score final du match Niger-Tchad, plein d'enseignements pour les 2 entraîneurs de l'équipe. Moi, ce que j'avais demandé en première mi-temps, c'était surtout de ne pas commettre d'erreur pour ne pas leur donner l'occasion de marquer un but et que nous soyons obligés de courir derrière ce but. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sortions de 6 buts contre Madagascar à domicile. Donc à step, petit à petit, on construit son nid. À la mi-temps, je pense que vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu des changements qui ont été faits. Il y a eu un autre jeu qui a été appliqué et nous avons crucifié une première fois sur coup de pied arrêté et puis une deuxième fois un coup de pied arrêté a amené une situation de jeu où il y a un garçon qui a été explosif et qui a pu marquer. Donc le deuxième but, il n'est pas complètement sur un coup de pied arrêté. La réflexion qui était faite était de conserver le ballon pour 2 raisons. D'abord, avec 2 buts d'écart, on se permettait de faire courir l'adversaire et ils étaient épuisés. La deuxième, il ne faut pas oublier que dans 2 jours, 3 jours, on joue le Sierra Leone. Il nous faut encore du gaz parce qu'on n'a pas de compétition. Et eux vont arriver avec des compétitions parce qu'ils ont déjà fait un match international aussi. Le manque de concentration et de certains consignes, on n'a pas su sortir un peu plus, on a pu être médian, mais à la sortie du ballon, nous a posé un peu plus de problèmes et surtout qu'en face, nous avons une bonne équipe qui a su
vraiment nous dominer au milieu de terrain. C'est aussi ça, les rencontres amicaux, ça nous permettra de nous rectifier. Après le Tchad, le MENA national jouera contre la Sierra Leone le mardi 13 octobre prochain au stade général Séni Kondé quand il sera 18h. Notons que ce tournoi amical international, le Niamey, organisé par la FENIFOOT, s'inscrit dans le cadre de la journée FIFA consacrée aux matchs amicaux entre les sélections nationales. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.